merci d'accueillir Stéphane Gouin, qui est maître de conférence à l'Institut Agro à Rennes, membre de chercheur au sein de l'UMR Smart, et qui est un spécialiste du marketing des produits agroalimentaires, et qui va un peu faire le pont entre les présentations qu'on a eues ce matin, à travers l'évocation des habitudes et tendances de consommation des produits avicoles chez les jeunes générations face aux enjeux écologiques et environnementaux. Merci Stéphane pour 25 minutes. Merci beaucoup, je vais en effet respecter mon timing. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. J'ai le plaisir effectivement de traiter sur ces quelques minutes des bribes, bien évidemment, des habitudes et des tendances de la consommation chez les jeunes, de produits avicoles, chez les jeunes générations, eu égard aux enjeux aujourd'hui écologiques et environnementaux. Alors moi, je vais découper mon intervention en 3 parties. Très rapidement, un état de la consommation des produits avicoles en 2025 qui a été très bien présenté par LDC précédemment, donc j'irai très vite. Mais par contre, nous nous focaliserons sur les 2 parties suivantes, à savoir de quels consommateurs parlons-nous aujourd'hui quand on veut parler des jeunes générations. Vous verrez que ce n'est pas si évident. La dichotomie des consommateurs est assez complexe, mais elle est extrêmement passionnante. Vous vous y retrouverez tous, autant que vous êtes ici dans cet amphithéâtre. Et puis la 3e partie, je la consacrerai à comment ces jeunes générations imaginent-elles bien leur consommation alimentaire. On fera de la projection. Alors, je n'aurai pas de boule de cristal, bien évidemment, mais des choses assez certaines, en tout cas d'un point de vue factuel, c'est sûr. Mais ce qu'on ne maîtrise pas, vous vous en doutez bien, ce sont les éléments macroéconomiques et c'est toujours là que les perspectives peuvent achopper. Alors, si on fait un bref état de la consommation des produits avicoles l'an dernier, en 2025, donc je prends ma première partie, quel est l'état de la consommation des produits avicoles en 2025 ? Rien de bien transcendant, si ce n'est que, comme il l'a déjà été dit, la consommation des produits avicoles au domicile et hors domicile tire très bien son épingle du jeu par rapport aux autres viandes, avec une progression de 2,8%. Et le grand gagnant, ça reste le poulet, avec près de 6%. Notons également un accroissement de la pintade. Le grand perdant, c'est la viande de canard. Et notons aussi les performances des œufs et du foie gras. Alors, que faut-il dire de cette consommation? Comme il a déjà été dit, la France est l'un des premiers, j'avais mis le premier pays, mais on me l'a démontré autrement précédemment, c'est l'un des premiers pays consommateurs de volaille dans l'Union européenne, mais c'est surtout le poids de la consommation per capita, par personne, avec près de 32 kilos. C'est véritablement une consommation qui est adulée en termes de viande de poulet, et en l'espace de 2019 à 2025, soit 6 ans, on a une progression de 15%, ce qui veut dire que cette viande, elle plaît aux Français, puisque, comme il l'a déjà été dit, 96% des Français déclarent consommer de la viande de poulet et 62% de la viande de dinde. Donc, je dirais, ça, c'est très rassurant. Ce qui est également très intéressant, c'est ce qui a été également dit, mais je vais passer très vite, c'est la progression extrêmement intéressante de la restauration hors domicile qui a progressé de plus de 10% en 5 ans et qui occupe un peu plus d'un tiers du total de la consommation des produits avicoles, ce qui veut dire que les consommateurs consomment de plus en plus à l'extérieur du domicile et ils vont rechercher avant tout des produits de service, des produits prédécoupés, élaborés. Et c'est ça qui est intéressant puisque c'est plus pourvoyeur de valeur ajoutée. Alors, que faut-il tirer de ces chiffres? 5 petits constats. Premièrement, c'est que la viande au global diminue, ça l'a très bien été dit. La viande rouge est le grand perdant. Par contre, les produits avicoles sont bien plébiscités pour différentes raisons. Pour son image, son côté nutritionnel, son prix, et puis pour sa praticité. Et puis surtout, ce qui est intéressant de constater, c'est que ces produits avicoles, ils rentrent véritablement dans des normes sociales et culturelles, d'un point de vue religieux, c'est très consensuel, de valeurs identitaires et puis de symboliques importantes. Ce qui veut dire que là, on a, les planètes alignées pour consommer des viandes de volaille. Et ces produits avicoles tirent très bien leur épingle du jeu au détriment des autres. Alors, également, je dirais que ce qu'il faut noter, c'est le changement des modes de vie des consommateurs, et plus particulièrement dans les jeunes générations, la génération qu'on appellera alpha, et puis la génération Z, sur laquelle je me focaliserai davantage, parce que ce sont eux qui sont vraiment les grands détenteurs de l'avenir de la consommation.
Alors ces changements, bien sûr, des jeunes générations influencent la diminution de consommation de produits carnés, mais avec, on va voir vraiment des contradictions. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. L'an dernier, on n'a jamais en France consommé autant de produits sucrés et gras, alors que les premiers intervenants ont un scénario qui dit qu'il faut beaucoup moins manger. Et effectivement, entre la théorie et la réalité, vous voyez qu'il y a un gap énorme. Et puis, cinquièmement, je dirais que de ces chiffres, il faut comprendre que les préoccupations liées en termes de durabilité, de santé, de bien-être animal sont des facteurs qui influencent la consommation. Et puis, certains consommateurs vont adopter des régimes. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que les régimes explosent de partout. On a des tendances extrêmement intéressantes qui montrent des modes, mais non, pas des modes. On a véritablement une rupture d'un modèle de consommation classique pour des tendances. Vous avez bien évidemment ce qui a été très bien dit dans la première intervention, le végétarisme, végétarien, végétalien, les cœliaques sans gluten, les paléos qui sont arrivés. Et puis là, vous avez une kyrielle de pécétariens, polotariens, fruitariens, réductariens. T'as plus grand-chose, quoi. Mais il y a quelque chose qui apparaît. Ce sont ces modes qui vont s'imposer ou en tout cas redistribuer les comportements alimentaires et ça va flouter l'image de la stratégie des industriels qui ne savent plus à quel sens vouer. Et là, il faut chercher des parades pour répondre à cette demande qui est de plus en plus complexe, mais aussi de plus en plus contradictoire. Alors, dans tout ça, de quels consommateurs parlons-nous ? Vous allez voir qu'à travers la dichotomie des consommateurs français, on a 8 générations qui se juxtaposent. Et vous allez vous y retrouver tous dans l'une d'elles, bien évidemment. La première génération, c'est ce qu'on appelle la génération grandiose. Alors, elle est en voie d'extinction parce qu'elle a 100 ans bien sonné. C'est ce qu'on appelle la génération sacrifiée parce qu'elle a connu les 2 guerres mondiales. Elle a connu toute la morosité de la crise de 29, la montée de l'insécurité de 33, etc. Donc, c'est une génération sacrifiée. Je ne l'aborderai pas, ce n'est pas le but de cette intervention. La génération des builders, c'est une génération que l'on a appelée silencieuse, qui a courbé l'échine, qui a travaillé, qui n'a jamais emprunté et qui a connu, elle aussi, les turpitudes de la guerre. Et celle-ci, elle est intéressante parce qu'elles sont des octogénaires, nonagénaires et qui ont un autre modèle de consommation très classique et on va dire en tout cas très heureux. Et puis on rentre dans cette génération, la génération dorée, celle qui a vraiment été privilégiée, c'est la génération des baby-boomers. Eux, ils ont tout eu, ils ont eu les 30 glorieux, ils ont eu l'emploi à plein temps, ils ont vraiment, on va dire, été la jeunesse dorée. Et ça n'a plus rien à voir par rapport aux autres qui suivent, puisqu'on va parler des générations X, Y, Z. La génération X, c'est celle qu'on va appeler une génération oubliée, je n'en dis pas plus parce que je vais l'aborder après. La génération Y, c'est celle que l'on appelle la génération Internet. La génération Z, c'est la génération TikTok. Et puis, il y en a 2 nouvelles, puisqu'on arrivait à la lettre Z, on ne savait plus quoi faire. Donc, on est passé à l'alphabet grec. Vous avez 2 générations qui apparaissent. La génération alpha, très intéressante, celle qui va être la génération de demain, qui nous brouille les cartes de la consommation et des comportements. Et puis, la génération alpha bêta, qui vient tout juste de naître le 1er janvier 2026, mais il faudra la suivre de très près d'ici 2039. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Au regard de ce gros schéma qui peut vous faire peur, les premières générations, les builders, etc., eux, ils ont connu des innovations extrêmement intéressantes, disruptives pour leur époque, et effectivement, c'est l'équipement du foyer. Mais si on pousse à la génération X, Y, Z, alpha, bêta, là, c'est tout autre. On rentre dans ce qu'on appelle des révolutions technologiques. C'est la génération TikTok, Instagram, c'est la génération de l'Apple Watch. Et puis, on entre dans l'intelligence artificielle qui va vraiment bouleverser ce monde, qui commence à le bouleverser. Et d'ici 2050, on parle même de transhumanisme. Et là, c'est une question qui bouleverse bien évidemment l'entendement. Et est-ce que la machine dépassera l'homme ? C'est un vrai questionnement quand on voit tous les projets d'Elon Musk et autres où on devrait être assez robotisé dans les prochaines années. Mais ça peut paraître assez théorique, mais il n'empêche que c'est une réalité. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder de plus près ces différentes générations. Alors, ces générations, elles sont extrêmement intéressantes. La génération X, si on doit la caractériser, c'est celle qui a connu des parents qui travaillent, la précarité. C'est une génération qui s'est mise à découvrir tout ce qui est ordinateur. Donc, ce sont les premiers
la première génération sur écran. Et ceux-là, ils ont des modes alimentaires très particuliers, à savoir que leur comportement, ils sont tournés surtout sur des comportements intéressants en termes de livraison à domicile. Ils sont une génération aussi Internet, mais en termes de produits plus de consommation, eh bien, ce sont des produits locaux qu'ils vont privilégier, des produits sains, des produits qui vont être éthiques. Et puis, leur comportement, il est tourné sur des plats préparés qui sont avant tout authentiques. Alors, d'un point de vue produit avicole, cette génération, elle est intéressante. Elle consomme des produits classiques. C'est le traditionnel poulet rôti, les produits en morceaux, les blancs, les pilons, les hautes cuisses, les produits à apprêter, les émincés. Et puis, ce sont hors domicile des consommateurs classiques de sandwich et de quiche. Ce ne sont pas des révolutionnaires de la consommation nouvelle comme la génération alpha. La génération Y, qu'on appelle aussi la génération des millennials. Alors, ces millennials, ils sont très intéressants parce que eux, ils ont un autre modèle. Ils sont très durs à coacher entre le travail et leur vie privée. Ils ne prônent pas l'enrichissement. Ils aiment tout ce qui est seconde main, à savoir on partage, on est dans le partage. Cette génération, on l'appelle la génération Peter Pan. C'est une génération encore d'adolescents qui ne veut pas rompre avec son côté enfantin. Et puis, c'est une génération tanguy aussi parce que le coût du loyer fait que malheureusement, beaucoup de cette génération restent encore rattachés au foyer familial. Alors, d'un point de vue consommation, eux, ils ont déjà beaucoup plus voyagé. Ils aiment le latam, les produits asiatiques, les produits exotiques d'une façon très large. Eux, ils aiment cuisiner. Ils n'aiment pas l'ultra-transformation. Ils reviennent sur des moments de consommation classiques. Ils privilégient le manger sain, le clean label, comme on dit. Et d'un point de vue produits avicoles, ce sont plus des produits élaborés, les morceaux de volaille à apprêter. Les manchons, les pilons, il y en a d'autres. Et puis, d'un point de vue hors domicile, on parle de sandwich, de burgers, mais d'autres produits plus élaborés. La génération Z, qui est en fin de compte la génération C par définition, on les appelle les centennials, parce qu'ils sont nés au début du millénaire, du centenaire, là. Et cette génération, elle est intéressante parce que c'est la génération 4C, communication, collaboration, connexion et création. Donc, ceux-là, comment se caractérisent-ils ? Alors là, ils sont très difficiles à manager. Ce sont des anarchiques de l'alimentation. C'est les after-work. C'est l'alimentation qui va donner pas seulement du sens, mais qui va donner de l'énergie, voire autre chose. Il faut de la sensation pour ces jeunes. C'est une culture très tribale. On les appelle la génération TikTok, complètement branchée. Bref, vous devez reconnaître vos enfants sûrement. Très, très dur. Alors, d'un point de vue alimentaire, on mange quand on a envie. Bien évidemment, les produits sont anarchiques. C'est des produits à sensation. Ce sont des produits ready to go. C'est des produits prêts à consommer. Beaucoup de sauces. Bref, on ne fait pas attention à son régime. Et effectivement, quand on regarde les produits avicoles qu'ils consomment, là, c'est autre chose. C'est les sandwichs, c'est les burgers, c'est les cordons bleus, c'est les nuggets. Ce sont les wings, les tenders, mais à partager. Ils sont dans le partage. Cette génération Z, elle est intéressante parce qu'elle vient encore, cette génération alpha, bousculer. C'est l'ultra connecté. C'est la génération glace parce qu'ils sont constamment scotchés sur leurs écrans. Alors ceux-là, c'est encore autre chose. C'est cette génération TikTok qui vit sous le monde de l'influence. Ils vont suivre les influenceurs, ils vont suivre l'actualité. Et d'un point de vue consommation alimentaire, ce sont des produits ludiques, des produits là aussi riches, souvent en protéines. Ils ne calculent pas la ration kilocalorique, c'est le cadet de leur souci. Et puis ils sont des adeptes des grandes marques parce que c'est un moyen de rentrer dans une tribalisation. Et par contre, là, dans les produits avicoles consommés, ce sont des produits encore plus élaborés, c'est de la 5e gamme. C'est des produits véritablement qui créent de la valeur dans les instants de consommation, des produits dépanés, des blancs de poulet, bien sûr, mais des frites de poulet, des tenders, produits là aussi à partager. Alors, si on fait le bilan de ces générations, c'est très intéressant de constater entre eux, les builders et cette génération alpha, eh bien, c'est qu'on est pour les anciens dans une sacralisation des repas. C'est une alimentation ternaire, entrée, plat principal, dessert, même le fromage qui vient s'intercaler entre les deux, mais ça ne compte pas pour eux. Et puis, la génération alpha, c'est le plat unitaire. Et entre deux, la génération des baby boomers et la génération X en particulier, c'est un modèle binaire, entrée plat au plat dessert. Ce qui veut dire qu'on va d'un repas beaucoup plus simple,
qui peut être anarchique aussi, sur ces jeunes générations, je vous l'ai dit, mais le temps de préparation des repas et le temps consacré au repas diminue. C'est une demi-heure pour les plus anciens, alors qu'on est à 20 minutes aujourd'hui chez les plus récents. Donc, je ne vous le développe pas, vous le regarderez, parce que je pense que vous aurez le diaporama à disposition, mais c'est extrêmement passionnant. Alors, dans tout cela, ces jeunes générations, elles ont véritablement ce qu'on appelle l'aliment comme un outil d'expression. Alors, un outil d'expression identitaire, pourquoi ? Parce que les 2/3 continuent à aller en grande surface, H&M, SM, hypermarché, supermarché. Ils s'effectuent encore en magasin, même s'ils font beaucoup d'achats encore via leur téléphone. Ce sont des adeptes des plats préparés et des snacks, parce que ces jeunes générations veulent manger vite, veulent manger prêt à consommer. La cuisine, ça viendra après. C'est ce qu'ils disent du reste dans une étude que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Et puis la déstructuration des repas, c'est la normalité des choses. Pourquoi ? La prise alimentaire doit être rapide, elle est anarchique, les after-work sont importants. Et puis dans le dîner-partage. Et c'est là qu'on voit certaines recettes qui font leur gros succès, les tartiflettes, les raclettes, les fondus, parce que c'est le monoplat, on partage, et ça, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et puis l'aspect nutritionnel, ça vient au second plan d'une façon caricaturale. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui suit. Et ça mérite probablement que l'on médite l'affaire, c'est qu'un repas est devenu complètement instagrammable. En ce sens, c'est que si une assiette ne génère pas de story, ça n'existe pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc, vous devez bien voir, peut-être vous-même, dès que vous êtes au restaurant, allez un petit coup de machin, on envoie ce que j'ai mangé. Donc, on crée du sens, on crée en quelque sorte du buzz, on crée de l'histoire. Et puis, manger, il ne suffit plus. Il faut vivre donc, que je vous dis, vivre des moments, consommer une ambiance, une attitude, un imaginaire. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse les anciens par rapport aux jeunes générations. Et puis, ces jeunes générations, elles vont privilégier la viande sous forme plus d'ingrédients et de plats préparés. En ce sens, c'est que les produits avicoles, ils doivent être, et ils le sont déjà, ils sont consensuels en termes d'image et d'usage. Ils ont la capacité d'avoir des prix très compétitifs, et puis ils sont facilement disponibles et déclinables dans les recettes à l'infini, ce qui est vraiment sa grande force. Et puis, deuxièmement, ce que disent les jeunes, c'est que les produits agricoles doivent répondre à des concepts de situation-fonction. C'est la situation dans laquelle on se projette à un instant T de la consommation qui doit générer une fonction alimentaire précise. Et si les industriels n'ont pas dans leur positionnement cette fonction alimentaire, ça passe à côté de la plaque. Donc, il faut qu'ils soient ces produits pratiques, rapides, mais à utiliser, mais surtout fonctionnels, apporter une promesse sur quelque chose. Et puis, ça doit répondre à des instants de consommation au domicile et hors domicile. Bref, ils doivent être positionnés sur un triptyque plaisir, santé et éthique. Alors, cette Gen Z, qu'on appelle aussi les Zoomers, à terme, ils vont représenter en 2030 20% de la population globale, ce qui n'est pas rien, 28% de la population active, l'année prochaine, en 2030, 25% en 2025. C'est une génération qui sera considérée comme la plus riche parce qu'elle va bénéficier de l'héritage des anciennes générations. Ça, c'est quelque chose qu'on suit de très près. C'est un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui sera plus accentué que la génération X, dans ce sens où ils travailleront et puis ils iront après faire un break pour voyager, ils reviendront. Ils ne vont pas être mariés avec une profession comme nous, on l'a été dans nos générations. Et puis, ils ont grandi dans un monde numérisé, ils sont ultra connectés, ils sont pressés, surtout en quête d'expérience. Alors, dans tout cela, pour finir, je dirais comment ces jeunes générations imaginent leur consommation alimentaire de demain. Déjà, il faut se dire que la France sera dotée de 70 millions d'individus en 2050. Un tiers de la population aura plus de 60 ans. Donc, vous voyez un peu l'état de la pyramide des âges. 12%, c'est ce qu'on appellera les dépenses de consommation alimentaire. Pour vous donner une idée, on a 14,1 ou 2% selon les statistiques. Ce qui veut dire que les dépenses en valeur relative budgétaire consacrées à l'alimentation va diminuer. Donc, il faut trouver des trésors d'ingéniosité pour créer de la valeur ajoutée aux produits. Mais les produits avicoles ont cette chance de pouvoir les créer. La part de la consommation hors domicile va être en hausse. On est à un repas hors domicile sur 4, on sera à 1 sur 3. Donc, ce qui veut dire que la restauration hors domicile, qui crée de la valeur par les produits-services, va devoir travailler aussi sur cet axe-là. Moins de produits carnés, c'est ce qui a été dit depuis ce matin, certes, mais davantage de produits-services. Alors, effectivement, on le voit. Qu'est-ce qui crée du service aujourd'hui, en tout cas dans ma discipline? C'est la marque, le service au produit et la relation client. C'est vraiment le triptyque qui crée de la valeur ajoutée.
Pour les marques, ce sera le label et biologique. Là aussi, ça a été dit en première intervention, le biologique doit se redéfinir et recommuniquer dans les produits avicoles, bien sûr entiers, qui a plus de sens, mais réfléchir sur les produits en morceaux élaborés qui ont cette promesse biologique a tout aussi son sens. D'un point de vue service, vous le voyez, prêt à consommer, à emporter, à dipper, à associer. Donc, c'est le poulet frit, les mincés, les tenders, les wings, les nuggets et autres. On voit bien que ce sont des instants de consommation basés sur le partage intergénérationnel. Et puis, la relation client, elle est importante. Les réseaux sociaux, c'est là qu'il faut vraiment aller, c'est là qu'il faut vraiment analyser, parce que tout se passe quasiment là, même si la télévision, avec les publicités en prime time, constitue encore l'un des éléments principaux pour effectivement communiquer sur une marque ou un service. Il n'empêche qu'il faut créer de la story, du contenu, du sens et de l'émotion. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que la filière réfléchisse davantage. Alors effectivement, pour synthétiser, on est passé du célèbre poulet rôti, poulet patate, qui au passage 2025 reste le plat préféré des Français. Ouf, on est sauvé. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, les années 90, c'est le début du poulet rôti à emporter. Les années 2000, on va séquencer le poulet, on va le mettre en morceaux et on va lui créer de la valeur ajoutée. Magnifique. Si on pousse un petit peu la réflexion, 2030, on voit déjà les premières recherches sur le poulet reconstitué. On le voit sur la viande 3D au Japon ou encore les souches mortes de poisson. On vous recrée du poisson aux États-Unis. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Il faut manger moins de viande, effectivement, manger plus de végétal, ça a été dit, des légumineuses, effectivement, c'est très bien, mais les Français n'ont pas envie de se faire mal. On est dans un monde anxiogène, la bouffe reste un plaisir, et effectivement, ces jeunes générations vont dire quoi ? Demain, la cuisine, elle est complètement connectée. La fourchette sera connectée, la balance, le four, le réfrigérateur, ce qui est peut-être votre cas déjà, la table de cuisson, les casseroles. Ça veut dire que on a un monde ultra connecté qui fera qu'on pourra effectivement converser avec le robot qui sera dans nos cuisines en 2050. Pas pour tout le monde, mais ces jeunes générations, c'est clair qu'ils le feront. Ensuite, du digital au magasin, il faut prendre en compte toutes ces évolutions. On a effectivement aujourd'hui des magasins où vous entrez, vous sortez sans avoir sorti votre porte-monnaie parce que ça a été déjà pris par les systèmes de caméra à l'entrée. Vous avez des caddies intelligents qui vont vous optimiser votre shopping trip parce qu'il faut, le shopping trip, c'est le parcours du consommateur. Parce qu'il faut vraiment le connaître, ce consommateur. Il faut différencier le consommateur du shopper qui est l'acheteur en grande surface, qui reste le modèle préféré encore des Français. Donc, on a aussi Smile and Pay. Demain, vous aurez la reconnaissance faciale qui vous permettra de rentrer dans le magasin, vous ressortez, vous n'avez rien sorti comme cash, mais c'est débité directement sur votre compte. On a les magasins 24 heures sur 24 sans aucune personne qui vous permettront, avec un code, d'aller faire vos courses. Si vous avez la gueule de bois à 3 heures du matin, c'est bon, vous pourrez y aller. Les jeunes générations l'utilisent déjà dans certaines villes. Vous allez avoir des magasins ultra connectés et puis tous ces robots qui pourront vous rendre service, et en particulier pour les anciennes générations. N'oubliez pas qu'on parle déjà de supermarchés virtuels. Dans les pays asiatiques, c'est déjà courant. Demain, ça arrive en France. Vous achèterez en flashant uniquement le QR code et à la sortie, vous aurez les produits. Ça veut dire quoi ? Il faut se poser des questions. Comment les produits avicoles vont-ils s'adapter à ces nouvelles technologies de comportement ? Et enfin, pour finir, du robot en magasin aux livraisons par drone, ça, on sait le faire. Ça viendra comment on ne sait pas encore tout à fait comment, mais on sait que c'est tout à fait possible. Donc, pour conclure, que faut-il dire ? Eh bien, je dirais que la consommation de viande devrait doubler d'ici 2050 parce qu'on va passer à 9 milliards 200 millions d'individus, 11 milliards 6 en 2100. Ça veut dire qu'il va falloir les nourrir, tous ces bons petits individus. Effectivement, même si on consomme moins, d'un point de vue mécanique et mathématique, eh bien, on a un peu de soucis à se faire là-dessus. Mais c'est la part belle pour les produits avicoles. Deuxièmement, consommer moins mais mieux, ça a été dit et c'est vrai. Plus de produits santé. Priorité à la durabilité, la transparence, mais aussi le clean label, le naturel. On ne veut plus d'ultra-transformation parce que c'est décrié comme tel, mais des produits services, des produits qui vont faciliter l'usage, faire gagner du temps, préparation alimentaire, et puis surtout nous permettre de consommer en dehors du domicile. Attention, vous avez la loi AGEC, la loi PPWR de 2030 et la décarbonation de 2040 qui bousculent les emballages. On va aller un peu plus, je dis un peu plus, vers le vrac.
On est sur la politique 3R, vous connaissez tout ça probablement, réduction, recyclabilité, réemployabilité. Eh bien, la consigne et le recyclage, ce sont des éléments sur lesquels il faut que la filière réfléchisse. Mais attention, le plaisir de consommer ne doit pas être pour autant occulté. On rentre dans l'hédo-fonctionnalité, l'hédonisme, le plaisir, la fonctionnalité, le produit qui rend du service. Et là, je pense que la filière avicole a tout pour réussir. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions à la salle? Ou tout ça vous a donné envie de manger? Non. Carré. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais, j'ai deux questions. La première, c'est comment on fait pour distinguer entre l'effet génération et l'effet âge? Parce qu'ils vont vieillir, donc ils vont peut-être changer d'habitude en se mettant en couple, en ayant des enfants, etc. Et puis ma deuxième question, c'est sur votre dernière diapo, on se demande s'il n'y a pas des contradictions, par exemple, entre le souhait d'avoir du vrac et du clean label, mais en même temps des produits-services. Donc voilà, c'est mes deux questions. La définition que je prendrais du consommateur, il est labile, versatile, contradictoire. C'est dans les grandes caractéristiques. Si vous dites vous-même, tous autant que vous êtes, peut-être que la semaine, vous allez faire attention, le week-end, c'est une fête, vous allez déborder, vous allez boire un peu plus, vous allez manger un peu plus, et puis il va falloir dégraisser le mammouth la semaine suivante. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc, voilà, ça, c'est une forme de contradiction. Donc, oui, vous avez raison. Les jeunes générations vont, eux, si vous voulez, c'est encore de l'anarchisme, ils peuvent se permettre de manger tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas les problèmes de poids arrivés à un certain âge, ils n'ont pas les problèmes de personnes âgées. Donc ça veut dire que d'un point de vue, première question, et j'y réponds, c'est que oui, malheureusement, je n'ai pas là la diapo, on a véritablement un chemin ascensionnel, c'est une très très belle, presque une courbe de Gauss qui fait une belle montagne, où on va consommer très anarchique, et puis à partir de 25 ans, on commence à se mettre au foyer, et donc là, on a une vie de famille, donc on va être un peu plus modéré, puis on va être un peu plus exigeant sur la qualité, parce que les jeunes enfants qu'on a, on veut leur donner le meilleur, etc., etc. Puis après, la génération des seniors, 50, 60, 70, etc., dont j'ai eu une typologie très, on va dire, très fine après, eh bien, va changer son paradigme de consommation. Oui, ça évolue avec l'âge. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces générations, on les met dans des cases, certes, mais elles permettent de comprendre, pour les entreprises, pour les filières, toutes filières confondues, j'entends, eh bien, de réfléchir sur les moyens d'innover, les moyens de communiquer, les moyens de faire vivre ces filières. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors après, oui, le consommateur est archi contradictoire. Vous avez bien vu ce que je vous ai dit, dans le sens où les jeunes générations aiment les produits-services. Regardez tous les résultats par filière, filière carnée, filière produits laitiers, filière fruits et légumes. Tous les produits bruts stagnent ou régressent. Tous les produits à service, 4e, 5e, 6e gamme. Quatrième gamme, c'est le sous-vide. 5e gamme, c'est le pré-cuit sous-vide. 6e gamme, c'est la lyophilisation. Ça explose sur le marché. Pourquoi? Parce que les gens consacrent moins de temps à préparer leur repas, sauf le week-end. 53 minutes, c'est super, au lieu de 25 dans la semaine. Et puis, on est dans un modèle plus de commensalité de partage le dimanche, puisque c'est le repas dominical. Ça reste encore vrai dans nos foyers. Notons que les Français sont à table à midi, le seul pays où il y a encore 46% des Français à table le midi. Donc, il y a vraiment encore un rituel, ce qui est quand même chouette. 12% au Royaume-Uni, pour vous donner une petite idée comparative. Mais les us et coutumes ne sont pas les mêmes. Alors, effectivement, oui, le vrac, pas chez les jeunes générations, chez des générations plus matures, qui ont plus le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat. Parce qu'il y a le vouloir d'achat, mais pas le pouvoir d'achat, ou inversement, ou rien du tout. Et là, c'est effectivement toute l'alchimie du consommateur. Toute ma vie, j'aurais consacré à cette étude du consommateur sans trouver la réponse, mais des éléments de réponse, parce que nous sommes contradictoires, échangeants bien évidemment, mais opportunistes.
Il y a d'autres questions? Oui, merci pour votre franchise sur la versatilité. Mais par rapport au premier exposé, à la question de l'empreinte carbone, on entend dire que les jeunes générations sont plus soucieuses parce qu'ils vont vivre plus longtemps avec des climats plus modifiés. Et donc, mais là, on n'a pas l'impression que c'est un facteur déterminant de leur choix, finalement, encore, cette projection sur l'évolution du climat ou sur l'impact. Alors, les jeunes générations, la génération alpha est sensible à ces évolutions climatiques. Elles agiront, elles sont encore jeunes. C'est une génération qui a une quinzaine d'années. Elle va commencer dans la fresque climatique, puisqu'ils ont eu des cours là-dessus, ils ont été formés là-dessus. Oui, ils vont militer davantage que les anciennes générations. C'est une génération qui, pour autant, est là aussi très contradictoire. Si je prends le cas du recyclage, quelle est la génération qui recycle le mieux? C'est la génération des plus de 50 ans. Celle qui recycle le moins, c'est celle qui a entre 15 et 25 ans. Donc, c'est quand même, là, vous regardez Citeo, tous les éco-organismes, ils font des bonds comme ça. Donc, c'est pas facile. Donc, effectivement, vous avez raison. Comment faut-il prendre ça en compte? Eh bien, ça va être au fil du temps. Les jeunes générations vont être plus militantes pour lutter contre le climat parce qu'ils vont être véritablement exposés à ces notions-là. L'empreinte carbone, effectivement, il y a une dizaine d'années, chez des grands distributeurs, Casino pour ne pas le citer, qui a voulu à un moment donné mettre sur certains de ces produits l'empreinte carbone que l'on dépensait en consommant des produits qui venaient à plus de 10 000 km. Ça n'a pas ému le consommateur pour autant. Aujourd'hui, ce serait à peu près la même chose. À un moment donné, c'est la politique de l'autruche. On vit dans un monde, comme je vous l'ai dit, très anxiogène, où on est tous très mal à l'aise de ce qu'on vit, de ce qu'on entend. Et donc, les nourritures, je dis bien les nourritures, restent la forme de repli, l'élixir, en quelque sorte, le moyen de se retrouver, de partager un moment. C'est de la commensalité, comme je vous l'ai dit. Et toutes ces notions-là, elles ne sont pas prêtes de disparaître. Et c'est plus sous ces effets de crise, et on voit bien 2020, 2022, crise russo-ukrainienne, et là 2026, avec la guerre en Iran, et bien que les consommateurs vont se replier sur des produits plaisir, des moments de partage qui peuvent être un peu fugaces, mais c'est là toute l'évolution de la consommation. Dans les liquides, vous voyez bien la chute du vin, dans la consommation de toute génération au détriment de la bière, ce qui veut dire qu'il y a des mouvances, il y a des évolutions, et ça, c'est pas facile. Donc, il n'y a pas de réponse aussi simple, mais il est clair que la question du réchauffement climatique, la question de l'empreinte carbone sont des éléments qui sont et qui vont être de plus en plus pris en compte dans, en tout cas, les stratégies des industriels. Mais là, le consommateur, c'est lui qui est le censeur, c'est lui qui achète ou n'achète pas. Et il faut remettre, et là, j'insiste là-dessus, il faut remettre le consommateur au centre des débats et au centre des études parce que c'est lui qui va acter ou ne pas acter un produit, une marque et un service. D'autres questions? Moi, j'en ai une. Vous avez pas mal parlé des nouveaux modes de distribution, y compris les robots, de la distribution connectée. Est-ce que une des limites de ces systèmes-là, ça va pas être le prix et la disponibilité des emballages? Alors, très bonne question. C'est très dépendant du pétrole, pour le moment en tout cas. Même s'il y a d'autres emballages. Et c'est vrai que, par rapport à ce qu'on disait sur le vrac, est-ce que, indépendamment de la volonté, est-ce que c'est pas, peut-être à 30 ou 50 ans, une évolution inéluctable du fait du manque de disponibilité des emballages? Je pense, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fera des choix au forceps, sûrement. Parce que, tout simplement, les consommateurs, c'est au pied du mur qu'ils vont réagir. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attribut prix, c'est le premier attribut de dépense de consommation alimentaire. Mais en France, on est un petit peu réservé. Dans le déclaratif, c'est jamais le prix qui arrive en premier élément d'achat. Ça va être le plaisir, ça va être l'origine, ça va être la qualité des ingrédients. Oui, effectivement. Quand on fait des analyses de consommateurs sur le consentement à payer, dites-vous bien, sur une base 100, il y en aura que 30 qui vraiment acteront l'achat en réel sur le lieu d'achat.
Donc, ce qui veut dire, entre le déclaratif et la réalité, il y a un écart, un gap énorme. Et puis, le prix reste l'attribut, plus encore aujourd'hui, essentiel de tout acte d'achat. Sauf la dimension plaisir. La dimension plaisir qui, parfois, donne des consentements à payer assez incroyables. Alors, on ne parle pas de l'événementiel ou autre, qui sont des périodes particulières, mais là, le consommateur est prêt à faire des efforts parce que c'est des moments qui vont être des moments de récompense. C'est pavlovien, hein, c'est des récompenses et c'est des moments où le plaisir prime sur le reste. Donc, le prix, c'est l'indicateur qui va poser le problème à beaucoup, malheureusement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier. Merci à toutes et à tous. Merci. Et remercier tous les scientifiques qui ont présenté des conférences ce matin. Je pense qu'on avait un panel très diversifié entre les aspects de nutrition, les aspects d'éco-responsabilité, les aspects de marketing. Et je vous remercie beaucoup pour ces présentations qui sont une bonne introduction à ces 2 journées. Et je vous souhaite un bon appétit. Et avec probablement des produits de volaille. J'ai bien compris qu'on était dans une salle militante. Et puis une bonne poursuite de JRA.